Oui, mais là, donc, on a quand même beaucoup parlé des banques, mais on a beaucoup parlé des intermédiations. Et dans l'intermédiation, le rôle important, c'est les investisseurs. Hein, et en France, une grande partie des investisseurs sont représentés par les assureurs. Donc, Emmanuel Albert-Bridier de AXA, je crois qu'il est intéressant de travailler un peu sur ce concept parce qu'on a parlé des subprimes, des modèles américains, originate to distribute, donc les banques étaient dans le driving seat, hein, ils fabriquaient des crédits, ils les distribuaient. Mais on s'aperçoit peut-être qu'il y a un autre modèle qui arrive, qu'on appelle invest to lend. Hein. Alors pour certains, tout ça c'est la même chose, mais l'investissement vient d'abord et le prêt vient ensuite. Ça peut changer quelque chose parce que les investisseurs sont peut-être aussi dans le driving seat et ça peut peut-être changer quelque chose. En termes de contexte, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'en tant qu'investisseur, on a quand même tiré une leçon très claire de la crise. C'est qu'il faut qu'on investisse dans ce que l'on comprend et qu'on investisse dans ce que l'on connaît. Donc le originate to distribute, ça a au moins cette limite-là et ça a eu cette conséquence qu'on s'est équipé, on s'est professionnalisé et maintenant on est plus à challenger le type de produit qu'on peut nous proposer et d'autant plus qu'il est fait sous une forme structurée. Ceci étant dit, on a toujours des capacités d'investissement qui sont toujours importantes. J'ai écouté aussi attentivement tout ce qui s'est dit. On n'est pas nouveau sur le marché du financement des entreprises. Hein. On investit depuis très longtemps dans les entreprises sous une forme. Alors, vous appelez ça des intermédiaires parce que ça passe par les marchés de capitaux, mais c'est des émissions obligataires sur des marchés publics. Donc, on participe à cette désintermédiation depuis longtemps. On a plein d'obligations EDF, plein d'obligations de tout type de corporate dans nos, peut-être pas assez, mais déjà beaucoup, dans nos bilans. Il faut revenir sur quelle est notre philosophie. On a des ressources à très long terme, on a de l'assurance vie, de l'assurance retraite. Nos durations de passifs, c'est 17 ans, 20 ans. On cherche des actifs longs pour venir adosser nos passifs. Et ça, c'est important de comprendre notre business model. Donc on cherche, nous, de la stabilité, on cherche des actifs qui soient prédictibles, des cash flows sûrs, et parce qu'on est dans un monde qui est en train de passer d'une réglementation de type solvabilité 1 vers une réglementation solvabilité 2 avec des charges en capital, on est très alloué sur des produits obligataires. C'est notre business model, donc on va être là pour déployer au niveau global de nos entreprises des sommes considérables sur le marché de l'investissement en titre taux fixe, en titre obligataire, plus qu'en titre equity. Je parle pour le cadre actuel des produits d'assurance vie et pour les assureurs. Donc, on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez parlé d'avalanche réglementaire pour les banques. Je pense que quand même, il ne faut pas perdre de vue qu'il y avait une urgence, c'était de rétablir un peu de confiance dans tout ce système. Et on a, avec les stress tests, avec tout ce qui s'est passé quand même, ça c'est derrière nous, on a plus confiance dans le système en tant qu'investisseur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? On pense qu'on a une opportunité unique, c'est que ce que vous avez rappelé, M. Ophel, on est dans un environnement de taux bas. On a une obligation pour un certain nombre d'établissements bancaires de continuer leur deleveraging, même si ça a été quand même pas mal fait. Et puis nous, on a beaucoup à investir, même si on est sous une hypothèse de cash flow stable. Chaque année, on a des portefeuilles qui s'amortissent et il faut réinvestir. Donc on est en train de rechercher des investissements à long terme et on cherche des investissements stables et on cherche à diversifier nos investissements. Donc on est dans un alignement assez unique entre nos besoins et la situation du marché. Donc le modèle, il est en train de changer et c'est vrai que peut-être qu'on va un peu plus écouter le type de produit dont on a besoin et le type de classe d'actifs qui répondent à nos objectifs de cash flow stable. On n'est pas en train de dire, et ça me paraît absolument essentiel, qu'on va remplacer les banquiers. Ce n'est pas du tout ce type de débat.
la désintermédiation, ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est comment, avec des business models différents, on peut aller allouer au mieux nos ressources et nos savoir-faire de chacun. Donc ça veut dire que nous, on a des ressources à long terme, on s'est équipé en savoir-faire. De l'autre côté, les banquiers ont une connaissance assez forte de leur base de clients. Pourquoi ne pas conjuguer ces efforts-là pour nous déployer nos capacités financières importantes et de bénéficier du savoir-faire, d'avoir accompagné pendant toutes ces années ces entreprises. Et pour moi, c'est ça la désintermédiation. Ça veut dire que c'est gagnant pour tout le monde. Nous, ça va nous donner accès à de nouveaux noms dans nos portefeuilles parce qu'on est quand même très concentré sur tous ceux qu'on aime bien. Donc si on trouve des pépites, et il y en a plein dans le marché français, des pépites qui sont des ETI ou de grosses mid-cap qui, pour plein de raisons, ont décidé de ne pas aller sur le marché public du marché de capitaux. Et il y a plein de raisons. C'est des sociétés qui souhaitent rester privées, des sociétés familiales, qui sont très bancarisées. Elles n'ont que des crédits bancaires et elles cherchent à allonger la durée de leur financement. Et nous, on doit pouvoir apporter une solution. Alors les différents formats pour le faire, il y a plein de solutions. La réglementation a évolué et notamment le code des assurances en France a évolué pour nous permettre de le faire. Donc aujourd'hui, on peut investir sous un format de prêt, soit directement dans nos bilans, soit via des véhicules, les fonds de financement de l'économie. C'est une évolution très importante. Le régulateur aurait pu attendre l'arrivée de Solva II qui va enlever ces codes. Non, il a préféré anticiper, ce qui pour nous est essentiel parce qu'on a pu déployer déjà au cours de ces 2 dernières années des financements importants sur ce marché. C'est ce qu'on appelle l'euro-placement privé. L'euro-placement privé, il n'existait pas. Aujourd'hui, on est aux alentours de 10 milliards. Ce n'est pas négligeable. C'est cette rencontre entre une sélection de noms, des cash flows stables. Donc, il y a des solutions et on a notre rôle à jouer dans ces solutions-là. Donc, c'est des premiers éléments. Si on peut essayer d'être un peu positif, c'est quand même des éléments factuels qui font qu'on trouve tous ensemble des solutions vers cette désintermédiation organisée. Je suis complètement d'accord qu'il est hors de question de faire un transfert massif de risques non contrôlés du monde bancaire vers le monde des investisseurs institutionnels parce qu'au final, si on investit, c'est l'argent des assurés et ça va créer quand même un peu d'instabilité. Et le deuxième élément qui est important, c'est que ces financements sont sur du 5-7 ans. Nous, on est toujours à la recherche d'investissements encore plus longs. Une nouvelle fois, on a des durations qui peuvent aller sur du 17 et sur du 20 ans. 17 ou 20 ans de duration, aujourd'hui, c'est de la dette gouvernementale. Donc la dette gouvernementale, on a vu qu'en termes de stabilité, il pouvait de temps en temps y avoir quelques accros. Donc on a d'autres classes d'actifs qui peuvent voir le jour et se développer. Et c'est pour ça qu'on est très content de voir arriver l'infrastructure. Le plan Juncker, pour nous, est une opportunité de se développer sur cette classe d'actifs-là. Alors, ce n'est pas simple, l'infrastructure. Maintenant, on nous dit, est-ce que vous savez faire de l'infrastructure ? Je vous rappelle qu'en tant qu'assureur, on assure les projets d'infrastructure. Alors, s'il y a une classe d'actifs qu'on connaît bien, c'est quand même ce type d'actifs. Donc, de pouvoir être investisseur sur cette classe d'actifs-là, ça fait énormément de sens. Et on est, AXA l'a rendu public, assez ambitieux. Mais il faut que ces produits évoluent parce que ces produits, aujourd'hui, sont des produits bancaires. C'est-à-dire que c'est du taux variable, amortissable, avec prépaiement. Tout ce que les assureurs détestent. On a besoin de matcher nos durations à long terme. Il nous faut du taux fixe, il nous faut de l'in-fine et il nous faut des clauses de prépaiement, de protection contre les prépaiements. Donc essayons de trouver un alignement de nos intérêts à tous. Et peut-être aussi que c'est une demande de la part de certains sponsors infrastructures qui seraient contents d'avoir une visibilité sur des financements à 20 ans plutôt qu'avoir des refinancements assez régulièrement. Donc il y a plein d'alignements d'intérêts aujourd'hui et c'est ça que je voudrais mettre en avant, c'est que c'est une occasion unique de se rencontrer autour de ça. Ne nous demandez pas, nous assureurs, de tout financer, on n'y arrivera pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. De la petite PME, on ne connaît pas. Donc on va devoir se mettre derrière une banque parce que la banque connaît tout ce monde. Nous, on n'a pas les moyens humains d'aller analyser des pools entiers de PME. C'est trop compliqué. Par contre, si les techniques de titrisation sont utilisées de façon effective et efficace, pourquoi pas ? Mais c'est un gros si. Aujourd'hui, on n'est pas encore bien sûr que toutes les conditions préalables à la relance via de la titrisation d'une capacité des banques à originer
puis ensuite à distribuer, soit efficace. Donc ne nous demandez pas d'aller faire une désintermédiation et de jouer tous les rôles. Laissez-nous le faire quand on le peut, mais laissez-nous le faire totalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse financer via le secteur privé tout ce qui est finançable via le secteur privé. On voit dans certains projets infrastructures des rôles de la personne publique où on se dit peut-être que ce ne serait pas totalement nécessaire. Il y aurait la capacité de financer quelque chose de bien connu en infrastructure uniquement par le marché privé. Maintenant, il y a des choses à changer pour qu'on puisse encore faire plus. Alors, on a Solva 2 qui arrive. Le vrai sujet pour nous sur Solva 2, c'est que l'infrastructure n'est pas reconnue comme une classe d'actifs en tant que telle. Donc, l'infrastructure dans Solva 2, c'est comme du corporate bond. Donc, il faut qu'on puisse avoir plus de prise en compte de cette spécificité de cette classe d'actifs pour qu'on puisse effectivement déployer notre capacité. Et surtout, il faut bien se rendre compte qu'avec la nouvelle réglementation assurantielle, on va être le seul acteur sans doute de la place à être totalement mark-to-market. C'est-à-dire qu'un assureur aujourd'hui à l'actif et au passif va être mark-to-market. Ce qui veut dire qu'on a quand même une crainte que ce côté mark-to-market nous réduise notre capacité à vraiment se déployer sur du long terme. Donc il faut qu'on puisse garder cet élément-là pour pouvoir adosser des passifs longs avec des actifs longs et stables. L'illiquidité n'est pas forcément un problème pour nous. Donc aujourd'hui, on est prêt à aller s'engager sur des actifs moins liquides que l'obligataire classique parce qu'on n'a pas vocation à vendre et à acheter toute la journée. Et par contre, sous Solva 2, on est sujet à du mark-to-market. Donc la capacité...